Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient des acteurs dans une pièce que personne ne regarde. Ils se maquillent les émotions, répètent des sourires et récitent des lignes auxquelles ils ne croient même pas. Chaque jour, ils montent sur la scène de leur vie en attendant des applaudissements, mais à l'intérieur, ils sont vides. Il n'y a pas de scénario, pas de direction, pas d'âme. Il n'y a que du bruit, de la distraction et un besoin désespéré de paraître que tout va bien. Mais ce n'est pas du théâtre, c'est la vie. Et la vie ne récompense pas celui qui feint le mieux, mais celui qui ose briser le rôle, brûler le script et commencer à écrire son histoire à partir de zéro, avec vérité, avec intention, avec courage. Si tu écoutes ceci, c'est parce qu'au fond de toi quelque chose ne va plus. Tu en as marre du spectacle, marre de prétendre que tout a un sens quand tu sais que ce n'est pas le cas. Tu es fatigué de parler de changement sans rien changer, de vouloir du respect sans te respecter, de désirer la paix tout en alimentant le chaos. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour ceux qui ont besoin de mots doux ou de promesses vides. Elle est faite pour ceux qui sont prêts à s'ouvrir en grand, à voir leurs blessures, à arrêter de les justifier et à commencer à les guérir avec discipline, pas avec des excuses. Nous allons parler de transformation, mais pas la superficielle, pas celle qui se mesure en j'aime ou en phrases accrocheuses. Nous allons parler d'une transformation réelle, de l'intérieur, de ce que personne ne voit mais qui change tout. Ici, il n'y a pas de formule magique, il y a des principes, il y a de la philosophie stoïcienne, il y a de l'intelligence émotionnelle, il y a de la vérité brute, et il y a de l'action. Parce que soit tu prends en charge ta vie, soit tu passeras des années à blâmer le monde pour la façon dont tu as fini. Cela se fait en deux parties. D'abord, nous allons briser ce qui fait mal. Ensuite, nous allons construire ce qui guérit. Mais si tu n'es pas prêt à faire face à tout ce que tu as évité, ce n'est pas ta place. Maintenant, baissons le rideau, éteignons le spectacle et allumons ta vérité. 1. Éteins le spectacle, allume ta vérité. Il y a des gens qui vivent comme des vitrines. Ils semblent impeccables de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont vides. Tout est arrangé pour être observé, pas vécu. Tout est esthétique, pas essence. Mais le pire n'est pas que le monde regarde et ne voit pas. Le pire est que tu as toi-même oublié comment c'est de vivre sans être en exposition. Et cela fatigue. Pas le travail, pas la routine, pas l'effort réel. Ce qui brûle à l'intérieur, c'est de maintenir un personnage. Un que tu as créé pour être accepté, pour ne pas être critiqué, pour faire croire que tout est sous contrôle. Mais tu sais que ce n'est pas le cas. Tu sais qu'il y a de l'anxiété derrière ce sourire, derrière ce succès, du vide, derrière chaque publication, un besoin caché d'être validé. Le stoïcisme ne parle pas de performance, il parle de vérité, d'intégrité, de vivre de l'intérieur, pas du reflet, d'agir à partir de la vertu, pas de l'approbation. Éteindre le spectacle ne signifie pas disparaître, cela signifie arrêter de vivre pour le regard des autres. Arrêter d'agir comme si ta vie était un casting éternel. C'est te regarder dans le miroir et reconnaître « ce n'est pas moi, c'est ce que je pensais devoir être ». Et oui, ça fait mal. Ça fait mal de descendre de la scène que tu as toi-même construite. Ça fait mal quand tu n'es plus le fort, le réussi, celui qui a toujours tout clair. Mais cette douleur est nécessaire parce que c'est la douleur de revenir à toi, de laisser mourir l'image pour que naisse l'identité. Quand tu éteins le spectacle, tu perds certaines choses. Parfois des amis, parfois des followers, parfois des opportunités qui n'existaient que parce que tu savais faire semblant. Mais ce qui reste, ça, c'est à toi. Ta vérité, ton calme, ton vrai pouvoir. Pas celui qui impressionne, celui qui soutient. Pose-toi cette question sans fioriture. Agis-tu ou es-tu ? Construis-tu ta vie ou conçois-tu une vitrine? Si la réponse est inconfortable, ne l'ignore pas. C'est là que commence ta transformation. Parce que personne ne change tant qu'il continue à prétendre que tout va bien. Personne n'évolue en s'accrochant à une image vide. Le premier pas vers une vie avec un but est brutal. Descendre de la scène, regarder ta vérité dans les yeux et décider qu'à partir d'aujourd'hui,
tu vas vivre pour être, pas pour paraître. 2. Si tu es le plus sage de l'endroit, tu es au mauvais endroit. Un poisson ne sait pas qu'il est pris dans un aquarium, jusqu'à ce qu'il se cogne contre le verre. Il nage en cercle, convaincu qu'il a conquis l'océan, jusqu'au jour où il réalise qu'il n'a pas quitté le même coin. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ils s'entourent de ceux qui les applaudissent, de ceux qui ne les défient pas, de ceux qui les font se sentir grands. Mais à l'intérieur, ils nagent dans un aquarium. Confortable, sûr, limité. Et voici une vérité qui fait mal. Si tu es toujours la personne la plus intelligente de la pièce, tu ne grandis pas. Tu es stagné, parce que l'ego se nourrit dans des endroits où personne ne le défie. Mais l'âme, le caractère, la sagesse, ne grandissent que lorsque tu oses sortir de l'espace où tu sais déjà tout et te lances là où tu peux encore te tromper. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à te faire sentir supérieur. Elle cherche à te rendre humble, parce que seul celui qui reconnaît combien il lui reste à apprendre peut commencer à grandir vraiment. Le sage ne se confine pas dans le confort d'être admiré. Il se jette dans le feu d'être défié. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent évoluer, mais dès que quelqu'un leur signale une erreur, ils se ferment. Dès que quelqu'un pense différemment, ils s'éloignent. Dès que quelqu'un les dépasse, ils se sentent menacés. Tu sais ce que c'est? Ego, peur, immaturité émotionnelle. Sortir de cet endroit confortable est inconfortable, bien sûr. Cela implique d'accepter que tu ne sais pas tout, qu'il y a des gens meilleurs que toi dans beaucoup de choses, qu'il y a des mondes plus grands que ton aquarium. Mais si tu oses, si tu supportes le coup à l'orgueil, si tu permets à l'inconfort de t'instruire au lieu de te défendre contre lui, alors tu commences à te transformer. Entoure-toi de ceux qui te dérangent avec leur niveau, pas de ceux qui te divinisent avec leur admiration. Cherche des conversations où tu ne peux pas donner ton avis avec des phrases vides. Mets-toi dans des espaces où ta logique n'est pas suffisante, où tu dois penser, douter, réapprendre. C'est là que l'esprit grandit. Et plus encore, c'est là que le caractère se forge. Si à chaque endroit où tu vas, tu es la référence, l'exemple, celui qui sait le plus, sors de là. Tu n'avances pas. Tu nages en cercle, frappant le même verre sans t'en rendre compte. Et ce n'est pas de la sagesse, c'est de la stagnation déguisée en succès. 3. Regarde avec des yeux d'apprenti, pas avec une langue de juge. Un marteau ne sait que frapper. Tout ce qu'il voit, il le transforme en clou. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de personnes. Elles n'observent pas, elles ne posent pas de questions, elles ne s'ouvrent pas, elles jugent simplement. Elles traversent la vie avec le marteau à la main, prêtes à pointer du doigt, à corriger, à critiquer, comme si cela leur donnait de la valeur, comme si cela les rendait plus sages. Mais le jugement constant n'est pas un signe de clarté, c'est un signe de rigidité, de peur, de quelqu'un qui a besoin de se sentir supérieur parce qu'il n'ose pas regarder en lui-même. Celui qui juge se protège, celui qui apprend s'expose. La philosophie stoïcienne le rend clair. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler comment nous l'interprétons. Et pour cela, vous avez besoin d'yeux d'apprenti. Des yeux qui ne réagissent pas avec colère, mais avec analyse. Des yeux qui ne cherchent pas des erreurs pour attaquer, mais des questions pour comprendre. La langue du juge naît de l'ego, du besoin d'avoir toujours raison. De montrer que vous en savez plus, que vous comprenez mieux, que vous faites les choses correctement. Mais tout cela n'est qu'un masque. Parce que celui qui est vraiment en paix avec lui-même n'a pas besoin d'écraser personne pour valider son point de vue. En revanche, celui qui regarde avec des yeux d'apprenti sait qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, même de celui qui se trompe, même de celui qui pense différemment. Même de celui qui échoue, parce que tout ce que vous voyez chez l'autre est le reflet de quelque chose en vous. Et si vous ne l'utilisez pas pour grandir, vous ne faites que l'utiliser pour vous cacher. Apprendre est inconfortable, parce que cela vous oblige à vous taire quand vous voulez parler, à écouter quand vous aviez déjà décidé, à vous ouvrir à des perspectives qui renversent vos vérités confortables.
Mais c'est là que se trouve la vraie croissance, en cessant de vouloir avoir le dernier mot et en commençant à chercher la vérité, même si elle ne vient pas de votre bouche. Alors, posez le marteau, arrêtez de chercher des clous, regardez avec attention, avec humilité, avec intention. Chaque personne, chaque situation, chaque erreur est une occasion de vous voir, de vous remettre en question, de vous développer. Il ne s'agit pas de se taire pour plaire, il s'agit de se taire pour comprendre. Il ne s'agit pas d'éviter la critique, il s'agit de transformer la critique en réflexion. C'est le pouvoir de l'apprenti. Il n'est pas moins fort, il est plus sage, parce que pendant que les autres crient, il comprend. Pendant que les autres jugent, il évolue. 4. Ne réponds pas au monde avec le feu, réponds avec direction. Il y a des gens qui vivent comme de l'essence renversée. Il suffit d'une étincelle et ils explosent. Une critique, une trahison, une mauvaise journée, et ils brûlent. Ils réagissent avec fureur, avec des cris, avec des décisions impulsives qui ne laissent que des cendres. Et puis, ils se demandent pourquoi leur vie ressemble à un incendie constant. Mais réagir avec le feu ne te rend pas fort. Cela te rend instable, et ce qui n'est pas contrôlé finit par te consumer. La philosophie stoïcienne ne te dit pas d'éteindre tes émotions. Elle te dit de les dominer, de ne pas vivre à la merci du monde, mais avec un but. Parce que chaque fois que tu réponds depuis le feu, tu cèdes le contrôle. Tu laisses l'extérieur dicter ta direction. Et ce n'est pas un chemin, c'est une cage. Ne confonds pas l'intensité avec la direction. Tu peux ressentir de la colère, de la douleur, de la déception. C'est humain. Mais la différence réside dans ta réponse. Tu cries ou tu réfléchis. Tu détruis ou tu décides. Tu brûles ou tu avances. Répondre avec direction, c'est avoir un centre. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction. Que parfois le silence est le pouvoir. Que toute attaque n'a pas besoin de défense. Et que toute offense ne mérite pas ton énergie. Il ne s'agit pas de te laisser marcher dessus. Il s'agit de choisir tes batailles, et surtout de choisir comment tu les mènes. Le feu incontrôlé détruit, le feu concentré forge. Et tu décides si tu veux être une flamme qui brûle ou un feu qui forge. Les stoïciens entraînaient leur esprit à ne pas dépendre du chaos extérieur. Ils pratiquaient la patience, la réflexion, la maîtrise de soi. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils comprenaient que le véritable pouvoir réside en celui qui peut contrôler sa réponse, et non en celui qui réagit en premier. Aujourd'hui, beaucoup confondent impulsivité et authenticité. C'est comme ça que je suis, disent-ils, comme si ne pas avoir de filtre était une vertu. Mais non, être réel, ce n'est pas être explosif, c'est être conscient, être maître de soi, même lorsque le monde veut te désorganiser. Alors, la prochaine fois que quelque chose essaiera de t'allumer, respire, pense, demande-toi, est-ce que cela mérite mon feu ou mon attention? Vais-je réagir comme une étincelle ou vais-je agir comme une flamme stable qui ne s'éteint pas avec le vent? Parce que le monde a besoin de moins de gens qui brûlent et de plus de gens qui construisent. Moins de cris et plus de direction. Moins de fureur et plus de but. 5. Prends soin de ton âme comme d'un temple, pas comme d'une scène. Il y a des gens qui polissent leur image comme s'ils étaient du marbre sacré, mais laissent leur âme couverte de poussière. Ils investissent des heures dans leur apparence, dans leur son, dans ce qu'ils projettent. Mais à l'intérieur, ils sont vides. Tout est façade, tout est pose, tout est scène. Et ce qui fait mal, ce n'est pas que le monde ne le remarque pas. Ce qui fait mal, c'est qu'ils ne se souviennent plus de ce que c'est que d'être en paix avec eux-mêmes. L'âme n'est pas une vitrine. Ce n'est pas un profil de réseaux sociaux. Ce n'est pas un endroit pour que les autres passent, regardent et applaudissent. L'âme est un temple. Et comme tout temple, il nécessite un soin silencieux, une construction quotidienne, un nettoyage constant. Non pas pour être admiré, mais pour être habité.
La différence entre un temple et une scène est simple. L'un est construit pour se connecter à toi, l'autre pour impressionner les autres. Et tant que tu vivras comme si tu étais une scène, tu auras besoin de lumière, de public, d'attention. Tu te sentiras vide si personne ne te regarde. Tu te perdras s'il n'y a pas d'applaudissements. Mais lorsque tu commences à vivre comme un temple, tout change. Tu ne fais plus les choses pour montrer. Tu les fais pour honorer. Honorer ta paix, ta vérité, ton énergie. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu as besoin d'être fidèle. Tu ne cherches plus à être vu. Tu cherches à être réel. Le stoïcisme n'a pas de place pour le théâtre émotionnel. Il ne parle pas de feindre le calme. Il parle de le cultiver de l'intérieur, de prendre soin de ce que tu penses, de ce que tu consommes, de ce que tu répètes, de ne pas permettre à n'importe qui d'entrer et de salir ton temple avec des drames, des jalousies, des plaintes ou des distractions. Prendre soin de ton âme, c'est avoir des limites. C'est savoir ce que tu acceptes, ce que tu permets, ce que tu laisses entrer. C'est dire non quand quelque chose viole ta paix. C'est t'éloigner quand quelque chose te tire vers le bas. Et surtout, c'est te donner du temps pour toi, pour réfléchir, pour guérir, pour réorganiser ton monde intérieur sans que personne n'ait besoin de le voir. Il y a des gens qui ont une vie parfaitement éditée à l'extérieur et un chaos inhabitable à l'intérieur. Et le pire, c'est qu'ils le savent. Ils le ressentent chaque nuit. Cette anxiété sans nom, ce vide après avoir accompli quelque chose, cette sensation d'être entouré et pourtant de se sentir seul. C'est le prix à payer pour vivre comme une scène. Mais tu peux choisir différemment. Tu peux descendre du spectacle et commencer à construire ton temple, jour après jour, sans témoin, sans besoin de prouver, juste pour toi. Parce que ce que tu portes à l'intérieur, tôt ou tard, se reflète à l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite. Tu as besoin d'une vie qui a du sens. Et cela commence par prendre soin de ton âme, comme on prend soin de ce qui est sacré, comme on prend soin de ce qui ne se vend pas, comme on prend soin de ce qui, quand tout va bien, soutient tout le reste. 6. Ne tire pas des mots, construis des silences qui impactent. Certaines personnes tirent des mots comme s'ils étaient des balles perdues. Ils parlent sans réfléchir, sans mesurer, sans conscience. Ils pensent qu'en parlant fort, ils ont raison. Qu'en parlant vite, ils dominent la conversation. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a plus de pouvoir dans un silence ferme que dans 1000 phrases vides. Les mots sont comme des flèches. Une fois qu'ils sont lancés, ils ne s'arrêtent pas. Et si tu ne sais pas les utiliser, ils blessent, confondent ou se perdent simplement. Mais le plus grave n'est pas lorsqu'ils détruisent les autres, c'est quand ils t'éloignent de toi-même. Car celui qui parle sans arrêt finit par se déconnecter de ce qu'il pense vraiment. Et quand tu ne sais plus ce que tu ressens, n'importe quoi peut sortir de ta bouche. Et cela a toujours des conséquences. Dans la philosophie stoïcienne, le silence n'est pas une absence. C'est une présence élevée, c'est la maîtrise, c'est l'autocontrôle, c'est la force contenue, c'est la décision consciente de ne pas répondre comme la majorité réagit. Parce que pendant que le monde crie pour être entendu, le sage se tait pour pouvoir comprendre. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de choisir, de te donner l'espace pour réfléchir avant de parler, de te demander « ce que je vais dire, construit-il ou décharge-t-il seulement ? Résout-il ou cherche-t-il seulement du bruit ? Est-ce que je le dis parce que c'est vrai ou parce que je veux imposer quelque chose ? Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la maturité. C'est regarder quelqu'un qui veut te provoquer et décider de ne pas entrer dans son jeu. C'est écouter quelque chose que tu n'aimes pas et choisir de répondre avec direction, pas avec impulsivité. C'est maîtriser ta langue pour qu'elle ne trahisse pas ton but. Parler sans contrôle est une forme d'ego, parce que l'ego veut avoir le dernier mot. L'ego a besoin d'être entendu tout le temps. L'ego se désespère dans le silence. Mais la vraie force est en celui qui n'a pas besoin de démontrer son pouvoir avec des cris, mais avec sa présence. Apprends à construire des silences qui parlent pour toi. Des silences qui dérangent parce qu'ils sont chargés de clarté. Des silences qui imposent le respect parce qu'ils naissent de l'autocontrôle.
des silences qui reflètent que tu n'as pas besoin de réagir parce que tu choisis quand et comment répondre. Et quand tu parles, que tes mots soient comme des épées bien forgées, fermes, précises, nécessaires. Pas en quantité, mais en impact. Parce qu'une seule phrase dite depuis l'équilibre pèse parfois plus qu'un discours entier lâché depuis l'ego. Ne deviens pas quelqu'un qui remplit les espaces avec du bruit. Deviens quelqu'un qui transforme les espaces avec son silence. Parce qu'au final, celui qui domine vraiment n'est pas celui qui parle le plus. C'est celui qui sait quand se taire. 7. La plénitude réelle n'a pas besoin d'un public. Il existe des phares au milieu de l'océan qui n'ont jamais été vus par personne, mais qui restent allumés malgré tout. Ils ne brillent pas pour être reconnus. Ils ne le font pas pour être admirés ou photographiés. Ils brillent parce que c'est leur essence. Parce qu'ils ont été créés pour guider, pas pour attirer l'attention. Leur valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui les voient, mais de ce qu'ils représentent. Ta vie devrait être ainsi. Un phare, pas une scène. Mais nous sommes immergés dans une culture qui nous a appris à vivre à l'envers. Ou, si tu ne le partages pas, cela ne compte pas. Si personne ne te félicite, cela ne vaut rien. Si personne ne l'applaudit, cela n'a pas d'importance. Et cela a transformé beaucoup de gens en personnages. Des êtres qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour les yeux des autres. Et le plus dangereux dans tout cela n'est pas ce que les autres pensent. C'est ce que tu arrêtes de ressentir. Parce que lorsque toute ton énergie est consacrée à paraître, tu oublies d'être. Tu commences à prendre des décisions en pensant à leur apparence, pas à savoir si elles te comblent vraiment. Tu recherches des objectifs vides simplement parce qu'ils sonnent bien pour les autres. Et peu à peu, tu te déconnectes de toi-même. La plénitude réelle ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas une performance. Elle n'a pas besoin de public. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. La plénitude authentique se produit lorsque tu fermes les yeux et que tu sais que tu vis en cohérence. Lorsque même s'il n'y a personne qui regarde, tu continues à marcher avec un but. Parce que tu ne le fais pas pour impressionner. Tu le fais parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire. Les stoïciens le savaient. Ils ne vivaient pas pour plaire. Ils ne vivaient pas pour la reconnaissance. Leur but était d'être cohérent avec leurs principes, pas avec l'opinion des autres. Parce qu'ils comprenaient que la réputation est empruntée, mais le caractère est à toi. Ce que le monde voit peut changer chaque jour. Ce que tu construis à l'intérieur, cela reste. Et bien sûr, vivre ainsi n'est pas facile. Parce que cela signifie lâcher les applaudissements. Cela signifie accepter qu'il y aura des jours où personne ne te reconnaîtra, qu'il y aura des décisions que les autres ne comprendront pas, que tu avanceras en silence. Mais cela signifie aussi vivre avec liberté, avec paix, avec une force qui ne dépend pas des circonstances. Fais des choses qui te comblent, même si personne ne les voit. Améliore-toi de l'intérieur, même si personne ne le remarque. Protège ta paix comme si c'était un trésor, même si tu ne la publies pas. Parce que lorsque la validation interne est plus forte que la validation externe, tu commences à être invincible. Beaucoup de gens semblent brillants de l'extérieur, mais ce ne sont que des lumières vides, éclairage artificiel, et il y en a d'autres qui ne font pas de bruit, qui ne cherchent pas les caméras, qui vivent simplement avec un but. Et ce sont eux qui transforment vraiment le monde. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin d'un public pour avoir de la valeur, tu n'as pas besoin d'être vu pour avoir un impact, tu as juste besoin d'être toi, ferme, honnête, conscient, même quand personne ne te regarde. 8. Ne travaille pas plus, travaille mieux. Une hache sans tranchant peut sembler utile si tu ne regardes que combien elle bouge. Elle coupe, frappe, s'agite, mais elle n'avance pas. Peu importe combien elle s'efforce, si elle n'est pas aiguisée, elle ne fait que gaspiller de l'énergie. C'est ainsi que beaucoup de gens sont aujourd'hui. Ils courent, poussent, s'épuisent, mais n'avancent pas. Ils confondent l'activité avec le progrès. Ils pensent qu'en faisant plus, ils accomplissent plus. Mais la vérité est qu'ils ne font que s'épuiser plus rapidement. Nous vivons piégés dans une mentalité qui glorifie la fatigue. Si tu es épuisé, il semble que tu fais les choses correctement. Si tu n'as pas de temps pour quoi que ce soit, il semble que tu avances. Si tu ne te reposes pas, tu es discipliné.
Mais la réalité est différente. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de faire ce qui compte vraiment, avec concentration, avec intention, avec stratégie. Le stoïcisme le dit clairement. Il ne s'agit pas de remplir ta journée, mais de la vivre avec sagesse. La vertu n'est pas dans la quantité d'efforts, mais dans la qualité de l'objectif. Travailler par inertie est facile. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter, d'évaluer et de décider consciemment où tu diriges ton énergie. Il y a des gens qui travaillent toute la journée, mais n'avancent pas d'un pas dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont occupés par l'urgence, pas par l'importance. Parce qu'ils répètent les mêmes tâches, sans se demander si elles les rapprochent vraiment de leur objectif. Parce qu'ils confondent mouvement avec croissance. Travailler mieux signifie prioriser. Cela signifie dire non à ce qui ne fait que prendre de la place. Cela signifie éliminer ce qui ne te construit pas, même si cela te maintient occupé. Cela signifie faire des pauses stratégiques pour réfléchir, aiguiser la hache, réorienter ton regard. Et cela signifie aussi te connaître. Savoir quand tu es le plus productif. Savoir quand tu as besoin de repos pour ne pas te briser. Savoir quand arrêter de pousser et commencer à diriger. Parce que tu n'es pas une machine, tu es un esprit, un corps, un système complexe qui a besoin d'équilibre pour vraiment performer. Travailler mieux, c'est aussi avoir le courage de lâcher la culpabilité de ne pas être en train de faire quelque chose tout le temps. C'est arrêter de te comparer au rythme des autres. C'est construire ton propre système, ton propre chemin, ton propre rythme, sans avoir besoin de le justifier par l'épuisement. Fais moins de choses, mais fais-les avec excellence. Ne te disperse pas en 1000 tâches si aucune ne te rapproche de ce qui compte vraiment. Consacre du temps à planifier, à penser, à revoir tes processus. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une construction consciente. C'est du leadership intérieur. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas celui qui se fatigue le plus qui gagne. C'est celui qui avance le plus avec le moins d'usure. C'est celui qui sait quand s'arrêter, quand accélérer et surtout où aller. C'est celui qui travaille à partir de la clarté, pas de l'anxiété. 9. Arrête de regarder les toits des autres et renforce tes fondations. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des inspecteurs de maisons étrangères. Ils observent les toits des autres, commentent leurs couleurs, leurs formes, leur hauteur. Certains les envient, d'autres les critiquent, mais presque personne ne s'arrête pour regarder sa propre base, pour vérifier si leurs murs sont solides, si leurs colonnes sont saines, si leurs fondations peuvent supporter ce qu'ils veulent construire. Et voici le problème. Tu ne peux pas construire une vie solide si tu es plus préoccupé par ce que les autres ont construit que par ce que tu laisses en ruine. Nous vivons à une époque où la comparaison est devenue une habitude. Il suffit d'ouvrir un réseau social pour voir les réalisations des autres, voyages, relations, corps, succès. Tout semble parfait de loin, tout semble mieux que ce que tu as. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te sentir petit, insuffisant, en retard. Tu commences à remettre en question ton chemin simplement parce que celui de quelqu'un d'autre semble aller plus vite. Mais tu ne vois pas le tableau complet. Tu ne vois que la façade. Personne ne publie ses fondations. Personne ne montre ses fissures. Personne n'enseigne ce qu'il a coûté de construire ce toit. Et toi, en regardant de l'extérieur, tu oublies l'essentiel. Ta maison est encore en construction. Et si tu ne renforces pas ta base, tout ce que tu mets dessus va s'effondrer. La philosophie stoïcienne enseigne à regarder vers l'intérieur, à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes valeurs, tes décisions, ton caractère, parce que c'est ce qui soutient tout le reste. Tu peux avoir une vie brillante à l'extérieur, mais si tu es faible à l'intérieur, tôt ou tard, cela se voit. Les tempêtes ne préviennent pas. Et quand elles arrivent, la seule chose qui compte n'est pas la taille de ton toit, c'est la solidité de ta fondation. Renforcer ta fondation signifie travailler sur ce que personne ne voit, sur ta discipline, sur ton humilité, sur ton autocontrôle, sur ton intégrité. Cela signifie arrêter de vivre en te comparant et commencer à construire avec intention. Demande-toi, ce que je fais chaque jour me renforce-t-il ? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être?
Ou est-ce que je fais semblant pour me sentir inclus? Te comparer t'affaiblit. Cela te fait oublier tes propres capacités. Cela te vole de l'énergie que tu pourrais utiliser pour t'améliorer. Cela te remplit de bruit, d'anxiété, de frustration. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec un toit plus haut, avec plus de luxe, avec plus de visibilité. Mais cela ne signifie pas qu'il a plus de solidité, ni plus de paix, ni plus de sens. Tu n'es pas ici pour concurrencer qui que ce soit. Tu es ici pour te construire, pour grandir à partir de ta base, pour te renforcer de l'intérieur. Et cela nécessite de la concentration, cela nécessite du silence, cela nécessite du courage. Parce que tu ne recevras pas toujours des applaudissements pour renforcer tes fondations. C'est un travail invisible. Mais c'est le plus important de tous. Alors arrête de regarder vers le haut tout le temps. Arrête de mesurer ta valeur par ce que les autres ont accompli. Regarde à l'intérieur. Vérifie tes fondamentaux. Assure-toi que ce que tu construis est soutenu par ce qui compte vraiment. Parce que le superficiel peut briller pendant un moment. Mais ce qui est profond est ce qui reste. Ta maison, ta vie, ton chemin n'ont pas besoin d'être les plus hauts. Ils ont besoin d'être vrais. Ils ont besoin de résister, ils ont besoin de te donner la paix, pas seulement une image. Et cela ne peut être réalisé qu'en renforçant ce que personne ne voit, tes racines. 10. Si tu as réussi, souris en silence et continue de grimper. Il y a des alpinistes qui, en arrivant au sommet, font du bruit, crient, célèbrent, publient des photos depuis le sommet. Et puis, ils redescendent. Parce que leur objectif n'était pas de monter, c'était d'être vus. En revanche, il y en a d'autres qui arrivent, respirent profondément, contemplent en silence et continuent de marcher. Parce qu'ils comprennent que ce sommet, aussi haut qu'il puisse paraître, n'est qu'une partie du chemin. C'est ainsi que devrait être vécue la réussite. Comme un signe que tu vas bien, pas comme un endroit où t'arrêter pour crier au monde. Mais nous vivons dans une société où chaque victoire doit être annoncée, chaque réussite doit être partagée, chaque pas doit être validé. Si tu ne le montres pas, il semble que cela n'est pas arrivé. Si tu ne le célèbres pas publiquement, il semble que cela ne compte pas. Et c'est là que l'ego s'infiltre, c'est là que le but s'affaiblit. Parce que tu commences à faire les choses non pas par conviction, mais par attention. La philosophie stoïcienne est claire. Le véritable mérite n'a pas besoin d'être proclamé. La vertu ne cherche pas de témoins. Le sage n'a pas besoin d'être reconnu. Il a seulement besoin d'être fidèle à son chemin. Parce que lorsque tu fais quelque chose avec intégrité, avec un effort silencieux, avec un engagement réel, tu as déjà gagné, même si personne ne le sait. Si tu as accompli quelque chose d'important, souris, profitant. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'endors pas sur ce résultat. N'utilise pas ce sommet comme une excuse pour t'arrêter. Utilise ce sommet comme une nouvelle base pour continuer à grimper. Parce que la croissance ne s'arrête pas. Et lorsque tu t'habitues à être admiré, tu risques de cesser d'avancer. L'ego aime la reconnaissance. Mais l'âme a besoin de but. Et le but ne vit pas dans les applaudissements, il vit dans le mouvement. Dans la poursuite de l'amélioration de ton caractère, dans le fait de ne pas te contenter, dans le fait de continuer à t'améliorer, même lorsque beaucoup te disent que tu es déjà bien comme ça. Il y a des réussites qui se célèbrent en silence parce qu'elles sont construites avec sacrifice. Parce que personne n'a vu les nuits sans sommeil, les rejets, les doutes, les peurs que tu as dû surmonter, et il n'est pas nécessaire de le raconter. Parce que tu sais ce que cela a coûté. Et cela suffit. Il y a une force immense en celui qui réussit quelque chose et n'a pas besoin de le publier. En celui qui avance sans en faire un spectacle. En celui qui sourit pour lui-même, sachant que ce qu'il a fait était par conviction, non par approbation. C'est le signe que tu es vraiment en train de grandir. Ne confonds pas la visibilité avec la valeur. Ce qui est le plus précieux est souvent invisible. Ta discipline, ta résilience, ta transformation n'ont pas besoin de lumière. Elles ont besoin de continuité, parce que le chemin ne se termine pas lorsque tu accomplis quelque chose. C'est là que commence un nouveau niveau.
C'est là que tu te testes pour voir si ce que tu as fait était un coup de chance ou le fruit de ta véritable évolution. Et attention à la fierté déguisée en gratitude. Parfois, nous montrons tellement ce que nous avons accompli que nous oublions de le vivre. Nous le transformons en contenu, en discours, en image de marque personnelle. Et nous perdons l'essence. Ce qui est important, ce n'est pas que le monde le sache. Ce qui est important, c'est que tu le ressentes. Alors, quand tu arrives à ce sommet, ne perds pas de vue l'objectif. Respire, remercie, souris en silence et regarde à nouveau vers le haut, parce qu'il y a toujours plus à grandir, plus à apprendre, plus à donner. Ne t'arrête pas pour les applaudissements. Ne mesure pas ton succès par le nombre d'yeux qui le voient. Mesure ton succès par la paix avec laquelle tu marches, par la clarté avec laquelle tu choisis, par la force avec laquelle tu restes en mouvement. Si tu as réussi, bien joué. Mais souviens-toi, cela ne s'arrête pas ici. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner. Imagine que ton esprit est comme un cheval sauvage, fort, rapide, mais hors de contrôle. Il a la capacité de t'emmener loin, mais si tu ne sais pas le monter, si tu n'as pas les rênes, il peut te traîner sans pitié sur des chemins que tu n'as pas choisis. Et le plus dur, c'est que beaucoup de gens passent toute leur vie à monter ce cheval sans savoir qu'ils ne le dirigent pas. Ils vont simplement se cognant, tombant, se levant, sans comprendre pourquoi tout leur pèse autant. Ce cheval déchaîné, ce sont tes pensées, tes peurs, tes souvenirs, l'anxiété que tu ne peux pas contrôler, les fois où tu t'attaques mentalement, où tu te répètes que tu n'es pas assez. Tout cela te pousse, t'épuise et te domine. Mais ce n'est pas le monde qui t'enferme, ce ne sont pas les autres, c'est ton propre esprit. Et voici une vérité difficile à accepter. Une grande partie de la souffrance que tu portes, tu la génères toi-même. Non pas parce que tu veux le faire, mais parce que personne ne t'a appris à penser clairement, à t'observer, à prendre le contrôle de l'intérieur. On t'a appris à t'intégrer, à te taire, à plaire, à t'adapter, mais pas à diriger ton monde intérieur. Cette vidéo ne cherche pas à te consoler, elle cherche à te réveiller. Nous allons parler de 8 leçons, 8 outils pratiques que tu peux utiliser pour reprendre le contrôle de ton esprit et te libérer de la souffrance que toi-même, sans t'en rendre compte, tu as nourrie. Ces leçons ne sont pas des phrases de motivation vides. Elles sont issues de la philosophie stoïcienne, de la psychologie et de l'expérience réelle. Et oui, elles peuvent te déranger, parce qu'elles vont exiger que tu arrêtes de blâmer tout ce qui est externe et que tu commences à assumer ce qui se passe en toi. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas contrôler le futur. Mais tu peux prendre les rênes aujourd'hui, et quand tu le feras, ton esprit cessera d'être une menace pour devenir ton plus grand allié. 1. Silence la tempête qui n'est pas encore arrivée. Ton esprit est un architecte, mais il ne construit pas des maisons, ni des ponts, ni des routes. Il construit des prisons. Certaines ont des barreaux de peur, d'autres sont faites d'anxiété, et beaucoup sont renforcées par des pensées qui ne sont même pas réelles. Le plus tragique, c'est que tu lui as toi-même donné les plans. Il y a des gens qui vivent piégés par ce qui pourrait arriver. Ils ne foulent jamais le présent parce qu'ils sont trop occupés à imaginer des futurs catastrophiques. Ils marchent avec le cœur battant, les épaules tendues et le regard perdu. Non pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de ce que leur tête leur dit qui pourrait arriver. Ils sont prisonniers d'une tempête qui n'est pas encore arrivée et qui ne viendra peut-être jamais. Et c'est le piège. Tu peux passer toute ta vie à te préparer pour une guerre qui n'arrive jamais, tout en laissant passer la paix qui est bien devant toi. Tu vis avec le parapluie ouvert, sous un ciel dégagé, convaincu qu'il vaut mieux être prêt pour le désastre que de risquer de vivre en paix. Te rends-tu compte de l'absurdité ? Tu te punis à l'avance. Tu paies avec ta santé mentale pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est comme être enchaîné à une chaise au milieu d'une pièce vide, criant à l'aide, alors que la porte a toujours été ouverte. Tu ne l'as simplement pas vue parce que tu étais trop occupé à écouter les voix dans ta tête. L'anxiété est une illusion bien déguisée.
Elle semble utile parce qu'elle te donne l'impression de te préparer, de te protéger. Mais elle ne le fait pas. Elle t'épuise seulement. Elle te divise seulement. Parce que pendant que ton corps est ici, ton esprit est là-bas, résolvant des problèmes qui n'existent pas, se défendant contre des attaques qui ne se sont pas produites et fuyant des ombres que tu as toi-même créées. Et comment briser ce cycle? Par une décision, celle d'arrêter d'obéir à chaque pensée qui apparaît. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Tout ce que tu imagines ne mérite pas ton attention. Ton esprit peut inventer 1000 scénarios, mais c'est toi qui choisis lesquels nourrir. Quand tu sens que la tempête commence à se former en toi, arrête-toi, respire, regarde autour de toi. Est-ce que cela se passe maintenant? Y a-t-il une menace réelle devant toi? Ou est-ce juste un autre tour de ton esprit pour te maintenir en alerte permanente? Et s'il n'y a pas de tempête réelle, descends du toit, range le parapluie, arrête de te cacher. Parce que chaque fois que tu réagis à un danger inexistant, tu renforces l'idée que tu ne peux pas te faire confiance. Et ça, c'est un vrai problème. Le silence mental ne s'obtient pas en évitant les pensées négatives. Il s'obtient en ignorant celles qui ne méritent pas de réponse, en apprenant à les voir venir et à les laisser passer, comme si elles étaient des nuages qui ne valent pas la peine d'être observés. Ne les retiens pas, ne les analyse pas, ne les transforme pas en monstres. Laisse-les partir. Tu n'as pas besoin de contrôler l'avenir pour avoir la paix. Ce dont tu as besoin, c'est de retrouver ta présence, revenir à toi, habiter ton corps, respirer sans peur, marcher sans attente, choisir le présent, encore et encore, jusqu'à ce que ton esprit comprenne qu'il ne peut plus te gouverner par la peur. Parce que personne ne mérite de vivre sous la pluie éternelle de tempêtes qui ne sont pas encore arrivées. Et tu n'es pas né pour obéir à une voix intérieure qui te vole la vie sans lever le petit doigt. 2. Nourris ta force, pas tes fantômes. En toi, il y a 2 créatures. L'une est ta force, déterminée, claire, concentrée. L'autre est ton ombre, fragile, craintive, accro au drame. Les 2 vivent sous le même toit, mais n'ont pas le même pouvoir. Celle qui gagne n'est pas la plus forte par nature, c'est celle que tu nourris le plus. Chaque pensée que tu répètes est de la nourriture. Chaque mot que tu te dis, chaque souvenir auquel tu reviens, chaque fois que tu choisis de te plaindre plutôt que d'agir, tu sers un plat. Et sans t'en rendre compte, beaucoup de jours, tu nourris plus tes fantômes que ta volonté. Tu donnes le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à tes insécurités, tes culpabilités, tes peurs, et ensuite tu te demandes pourquoi tu es faible, pourquoi tu ne peux pas avancer, pourquoi tout semble plus grand que toi. La réponse est simple, tu renforces ce que tu devrais laisser mourir. Tes pensées sont le carburant de ton identité. Tu ne peux pas construire de la force tout en répétant des histoires de défaite. Tu ne peux pas être libre si tout ce que tu fais est nourrir les chaînes. Le problème est que tu t'es habitué à prêter attention à tout ce qui fait mal, à t'obséder sur ce que tu n'as pas bien fait, à écouter cette voix intérieure qui répète encore et encore que tu n'es pas assez. Et le pire, c'est que tu le fais déjà automatiquement. Tu ne te demandes même pas si cette pensée a un sens. Tu l'acceptes simplement, tu la mâches, tu la digères, et tu nourris ton ombre, jour après jour, sans relâche, sans pause. Alors, comment changer cela? Avec vigilance, avec intention, avec discipline. Il ne s'agit pas de penser positivement. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui fait mal. Il s'agit de choisir sur quoi tu concentres ton attention, de former ton esprit comme tu formerais un muscle. Tu n'entraînes pas tes jambes si tu veux que tes bras grandissent. Tu ne peux pas non plus nourrir ta peur et espérer que ton courage grandisse. Commence par t'observer, sans drame, sans jugement. Observe simplement, quelle histoire te racontes-tu aujourd'hui? À quelle pensée donnes-tu de l'énergie? Renforces-tu ton pouvoir ou renforces-tu ta misère? C'est un entraînement mental et c'est quotidien. Il n'y a pas d'exception, parce que l'esprit ne s'éteint pas, l'esprit se redirige. Et chaque fois que tu rediriges ta pensée vers ce qui te donne de la force, ton progrès,
Tes décisions fermes, ta capacité à agir, même si tu as peur, tu affaiblis tes fantômes. Tu leur retires de la nourriture. Tu cesses d'être leur fournisseur. Beaucoup de gens attendent de se sentir mieux pour commencer à penser différemment. Mais c'est l'inverse. Tu commences à penser différemment et petit à petit, tu te sens mieux. Parce que l'esprit obéit à ce que tu lui répètes. Et si tu lui répètes la force, il commence à croire qu'il est fort. Si tu lui répètes que tu peux, il commence à construire des chemins là où avant il ne voyait que des murs. Ce n'est pas une formule magique, c'est un choix que tu devras faire tous les jours, parce que tes ombres ne disparaissent pas. Elles seront toujours là, attendant que tu baisses la garde, que tu te négliges, que tu leur serves un autre plat. Alors demande-toi, chaque fois que tu t'arrêtes, cette pensée m'affaiblit-elle ou me renforce-t-elle? Cette pensée est-elle de la nourriture pour mon pouvoir ou pour ma destruction? Et si la réponse ne te plaît pas, tu sais ce que tu dois faire. Arrête de servir tes fantômes. Ils ne méritent pas une miette de plus de ton énergie. Ils en ont eu assez. 3. Lâche le poids qui n'est plus le tien. Imagine-toi marchant avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente quelque chose. Une culpabilité, une déception, une trahison, une erreur, un « j'aurais dû faire ça », un « pourquoi n'ai-je pas été capable ». Au début, il semble que tu peux supporter le poids. Mais à mesure que tu avances, les pas deviennent plus lents. Le dos se courbe et le paysage cesse d'avoir de l'importance. Tu ne vis plus, tu portes. Et le pire, c'est que beaucoup de ces pierres ne t'appartiennent même pas. Il y a des gens qui traînent le passé pendant des années, portant des responsabilités qui ne sont pas les leurs, reproduisant des conversations qui sont déjà terminées, se rappelant des erreurs qui ne peuvent plus être changées, donnant de l'espace dans leur esprit à des personnes qui ne sont plus là, à des blessures qui auraient déjà dû cicatriser. Non pas parce qu'ils ne veulent pas les lâcher, mais parce qu'ils confondent la douleur avec l'identité. Ils s'identifient à ce poids. Ils croient que s'ils le lâchent, ils perdent une partie d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas de la force, c'est un attachement à l'autodestruction. À quoi bon continuer à te blâmer pour ce que tu ne savais pas à ce moment-là? Qui aides-tu en te rappelant tous les jours ce qui a mal tourné? À qui es-tu loyal en portant quelque chose qui t'empêche d'avancer? Lâcher prise n'est pas oublier. Ce n'est pas justifier ce qui s'est passé. Ce n'est pas nier ce qui a fait mal. Lâcher prise, c'est accepter que c'est déjà arrivé. C'est comprendre que tu ne peux pas continuer à vivre avec le passé sur les épaules. Parce que plus tu le portes, moins il reste de place pour le nouveau, pour le possible, pour ce que tu peux construire maintenant. Mais il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Lâcher prise fait mal. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce que cela implique de renoncer au rôle de victime. Et ça, même si ça sonne dur, c'est quelque chose à quoi beaucoup de gens se sont habitués. Être la victime du passé donne une identité, donne des excuses, donne une raison de ne pas avancer. Mais ça enferme aussi, ça limite aussi, ça tue aussi lentement ton pouvoir personnel. Tu dois te poser cette question avec une brutalité honnête. Portes-tu cela parce que cela t'affecte encore, ou parce que tu ne sais pas qui tu serais sans cette douleur? Tiens-tu cette pierre parce qu'elle est nécessaire, ou parce que tu as peur de la lâcher et de faire face au vide qu'elle laisse? La liberté mentale commence lorsque tu oses laisser tomber ce qui ne te sert plus. Et cela inclut les croyances que tu as apprises de quelqu'un d'autre, les culpabilités héritées, les attentes que d'autres ont placées sur toi, les anciennes versions de toi-même qui ne représentent plus ce que tu es aujourd'hui. Personne ne peut lâcher ce poids pour toi. Personne ne peut savoir quelle pierre ne te correspond plus. Mais toi, tu le sais. Au fond, tu le sens, tu le reconnais. Seulement, tu ne t'es pas encore donné la permission de le laisser partir. Fais-le. Non pas parce que c'est facile. Fais-le parce que tu le dois, parce que ton dos est déjà fatigué, parce que ton chemin ne peut pas avancer si tu restes bloqué dans ce qui a été, parce que tu n'es pas ta douleur, tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu décides de faire avec ça. Et si tu décides de lâcher prise,
Même si au début tes jambes tremblent à cause de l'habitude du poids, tu vas te rendre compte de quelque chose, que tu as toujours été plus fort sans ce fardeau. Seulement, tu ne t'étais pas encore donné l'opportunité de marcher libre. 4. Transforme la chute en chemin. Il y a des gens qui se brisent et disparaissent. D'autres, avec les mêmes morceaux, construisent quelque chose de nouveau. Pense à un vase qui tombe par terre. Il serait facile de balayer les débris, de les jeter à la poubelle et de faire semblant qu'il n'a jamais existé. Mais il y a une tradition japonaise qui fait le contraire. Elle s'appelle le kintsugi et consiste à prendre chaque morceau cassé, à les unir avec de la résine et de la poudre d'or et à redonner forme, beauté et valeur à ce qui semblait détruit. On ne cache pas la blessure, on l'honore, on la transforme. Elle devient une partie de l'histoire. Ainsi devraient être nos chutes. Non pas des moments de honte, mais des moments pour nous reconstruire avec plus de valeur qu'avant. Parce que nous tombons tous, pas une fois, plusieurs fois. Et si tu ne l'as pas encore fait, prépare-toi. La vie ne pardonne pas à celui qui pense qu'il va s'en sortir indemne. Tu vas échouer, tu vas souffrir, on va te trahir, tu vas prendre de mauvaises décisions, tu vas être déçu par les autres et par toi-même. Mais la vraie différence entre celui qui sombre et celui qui se transforme réside dans ce qu'il fait de la poussière. Il y a ceux qui tombent et en font leur identité. Je ne suis pas bon, j'échoue toujours, je ne peux pas. Ils s'installent sur le sol comme s'il était leur maison. Et ils y restent. D'autres, en revanche, tombent. Et pendant qu'ils ramassent leurs morceaux, ils décident qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Que ce coup, au lieu de les affaiblir, va les redéfinir. Tomber n'est pas la fin. C'est le point exact où commence le vrai chemin, parce que c'est là que ta volonté est mise à l'épreuve. Pas quand tout va bien, pas quand la motivation est à son comble. Le caractère naît quand tu n'as pas envie, ni force, ni certitude. Et pourtant tu décides de faire un pas de plus. Il est normal d'avoir mal. Il est normal de se sentir perdu. Mais tu n'es pas brisé, tu es en construction. Et si tu apprends à voir la chute comme un virage sur la route et non comme un mur final, tu vas découvrir que tu peux non seulement te relever, mais le faire avec plus de clarté, plus de pouvoir et plus de conscience de ce que tu veux. La chute, si tu en tires profit, peut être le début de ta transformation. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que tu choisis de ne pas te laisser gouverner par elle. Non pas parce que tout se résout, mais parce que tu arrêtes d'attendre que la vie soit parfaite pour commencer à agir. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé. Il s'agit de ne pas rester collé au sol, de ne pas construire une narration où tu perds toujours. Il s'agit de regarder le coup, d'apprendre ce que tu as à apprendre et d'avancer, parfois plus lentement, parfois avec peur, mais avancer. Chaque blessure qui ne se transforme pas pourrit, et chaque chute qui n'est pas assimilée se répète. Alors fais-toi une faveur, ramasse tes morceaux, intègre-les, marche avec eux, ne cache pas tes marques, elles sont à toi, et si tu sais les utiliser, elles peuvent devenir ta carte. Parce que tout ce qui t'a brisé peut te propulser si tu arrêtes d'avoir peur de tomber. 5. Protège ton énergie comme si c'était la vie. Il y a des gens qui vivent comme s'ils avaient une source d'eau infinie en eux, donnant à tous un peu d'eux-mêmes sans mesure. Ils donnent du temps, de l'attention, de la patience, des explications, pardon après pardon. Mais un jour, cette source se tarit. Et ce n'est pas parce que le monde a été cruel, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à la fermer quand c'était nécessaire. Ton énergie n'est pas illimitée. C'est comme un jardin. Si tu ne le soignes pas, les mauvaises herbes l'envahissent. Si tu l'arroses sans arrêt, mais seulement dans une direction, tout le reste se fane. Ton énergie est ce qui te maintient debout. C'est ton attention, ton focus, ta capacité à prendre des décisions, à agir, à dire non quand c'est nécessaire. Et chaque fois que tu la donnes à ceux qui ne le méritent pas, tu t'épuises. Tu ne le vois pas au début, mais tu le sens. Tu deviens plus irritable, plus fatigué, plus déconnecté de toi-même, comme si ton âme était épuisée et que tu ne savais pas pourquoi. La vérité est que tu ne peux pas avoir la paix si tu ne protèges pas ton énergie comme si c'était la vie.
Et oui, cela inclut d'être sélectif, pas avec arrogance, mais avec clarté. Tout le monde ne mérite pas ton temps. Toutes les conversations ne méritent pas une réponse. Tous les conflits ne méritent pas ton attention. Tous les problèmes ne sont pas les tiens. Et tous les liens ne sont pas bénéfiques. Il y a des gens qui ne veulent pas s'améliorer. Ils veulent juste t'entraîner avec eux. Des gens qui se nourrissent de ta culpabilité, de ta bonne volonté, de ton besoin d'être accepté. Et si tu ne mets pas de limite, tu deviens un terrain libre pour quiconque veut entrer pour te vider. Ton énergie doit être traitée comme un espace sacré. Et la protéger ne signifie pas te fermer au monde. Cela signifie apprendre à identifier ce qui te donne la vie et ce qui te la prend, ce qui te stimule et ce qui t'écrase. Quelles conversations te nourrissent et lesquelles te laissent vide. La philosophie pratique commence là, savoir choisir. Arrêter d'investir du temps dans ce qui ne construit pas. Comprendre que chaque oui que tu donnes à l'extérieur est un non que tu te donnes à toi-même. Et que tu n'es pas venu dans ce monde pour sauver tout le monde qui est en train de couler, surtout si tu apprends à nager. Fais un nettoyage de ton environnement. Observe où va ton énergie chaque jour. Te bats-tu pour être compris par des gens qui ne veulent pas t'écouter? Essaies-tu de réparer ce qui ne dépend pas de toi? Dis-tu oui par peur de perdre de l'affection, même si tu te trahis? Apprends à fermer des portes sans culpabilité, à te déconnecter sans te sentir mal, à disparaître quand tu as besoin de te reconstruire. Parce que tu ne dois une présence constante à personne. Ce que tu te dois, c'est l'intégrité envers toi-même. Il faut aussi prendre soin de l'énergie mentale, les réseaux sociaux qui te comparent à une version idéalisée des autres, les nouvelles qui ne font que te remplir de peur, les conversations vides qui ne laissent rien. Chaque petit stimulus que tu consommes fait également partie de ce qui t'épuise ou te renforce. Et si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera pour toi. Ta paix vaut plus que l'approbation des autres. Ton focus vaut plus que n'importe quelle discussion sans sens. Ton énergie n'est pas un cadeau pour quiconque le demande. C'est une ressource sacrée. Et celui qui ne le comprend pas ne mérite pas d'y avoir accès. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie émotionnelle. Parce que sans elle, tu peux tout avoir, mais ne rien ressentir. 6. Arrête d'attendre que le monde voie avec tes yeux. Essayer d'être compris par tout le monde, c'est comme essayer d'accorder un instrument devant un public qui n'écoute pas. Tu es là, à jouer des cordes, à ajuster le son, à t'efforcer d'atteindre une harmonie parfaite, mais personne ne prête attention aux détails. Certains veulent juste que tu joues ce qu'ils aiment. D'autres ne comprennent même pas la valeur de ce que tu crées. Et toi, au lieu de jouer librement, tu passes ta vie à accorder pour les mauvaises oreilles. C'est l'erreur silencieuse que beaucoup de gens commettent. Vivre pour être compris, pour être accepté, pour éviter le malaise de ne pas s'intégrer. Ils veulent que le monde approuve leurs décisions, valide leurs émotions et leur donne le feu vert avant de progresser. Mais cette permission n'arrive jamais. Et si elle arrive, elle est toujours conditionnée. La vérité est que personne n'a ton histoire complète. Personne n'a ressenti ce que tu as ressenti, ni n'a marché avec le poids que tu as porté, ni n'a pleuré dans les coins où tu t'es brisé en silence. Alors, pourquoi vivre en attendant que chacun comprenne chaque pas que tu fais? Quand tu fais ça, tu te déconnectes de toi-même, parce qu'au lieu d'écouter ton intuition, tu écoutes des opinions. Au lieu d'avancer à partir de ta clarté, tu t'arrêtes à cause de la confusion des autres. Et tu finis par transformer ta vie en une tentative constante de traduction, de tes décisions, de ta façon de voir, de ta façon de ressentir, comme si ton expérience avait besoin d'une justification publique. Mais elle n'en a pas besoin. Tu n'as pas à expliquer qui tu es pour mériter le respect. Tu n'as pas à convaincre personne pour avoir le droit de changer. Tu n'as pas à agir comme les autres s'attendent à ce que tu le fasses juste pour maintenir la paix. Parce que cette paix est fausse si elle implique de te trahir chaque jour. Il est épuisant de vivre en demandant la permission d'être toi. C'est un épuisement mental d'essayer d'adapter ton essence à ce que les autres sont prêts à tolérer. Et à la fin, même si tu le fais,
Même si tu baisses le volume de ta voix, même si tu te rétrécis pour ne pas déranger, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Il y aura toujours quelqu'un qui ne comprendra pas. Alors, pourquoi continuer à accorder pour ceux qui ne valorisent pas la musique? Il y a un type de liberté qui n'arrive que lorsque tu arrêtes d'attendre d'être compris. Non pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu comprends que ce n'est pas ton travail d'être clair pour tout le monde. C'est ton travail d'être fidèle à toi-même. Parce que celui qui veut vraiment te comprendre, écoute avec le cœur, pas avec ses préjugés. Et celui qui ne veut pas te comprendre peut avoir tous les arguments du monde, mais il ne verra jamais ce que tu vois. Et c'est bien. Tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'a pas la capacité. Tout le monde n'a pas le contexte. Tout le monde n'a pas ta vision. Arrêter de chercher l'approbation n'est pas de la rébellion. C'est de la maturité. C'est de la force intérieure. C'est avoir la clarté de continuer à accorder ton instrument pour toi et non pour un public qui change d'avis toutes les 5 minutes. Ta vie n'est pas un spectacle. C'est une œuvre unique. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour construire quelque chose de vrai. Alors arrête de t'arrêter chaque fois que quelqu'un ne comprend pas ton chemin. Arrête de justifier ce qui naît de ta vérité. Accorde ton instrument. Joue ta musique. Celui qui a des oreilles pour écouter arrivera. 7. Rappelle-toi que la clé a toujours été la tienne. Il y a ceux qui passent leur vie à frapper aux portes, espérant que quelqu'un de l'autre côté les ouvre et leur dise « Tu peux entrer maintenant. Tu peux être heureux. Tu peux te sentir suffisant. » Ils s'épuisent à demander la permission. Ils supplient pour être reconnus, attendent l'approbation, et chaque fois qu'ils ne la reçoivent pas, ils sont de plus en plus convaincus que quelque chose en eux est brisé. Mais personne ne leur dit que cette porte n'a jamais été fermée, que la seule chose qui les retenait était la croyance qu'ils avaient besoin d'une clé, qu'ils ont toujours eue dans leur poche. C'est ainsi que fonctionne l'autosabotage. Il te convainc que tu as besoin que quelque chose ou quelqu'un d'extérieur te valide, te sauve, te secourt. Et toi, sans le remettre en question, tu donnes à d'autres personnes le pouvoir de définir ta valeur. Tu le fais quand tu te tais pour ne pas déranger, quand tu repousses tes décisions par peur de ce qu'on dira, quand tu n'avances pas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre te donne le signal. C'est comme avoir le moteur allumé et ne pas appuyer sur l'accélérateur juste parce que tu attends que quelqu'un dise « tu peux bouger maintenant ». Mais la vérité est celle-ci. Personne ne viendra te donner la permission de vivre ta vie. Personne ne viendra avec une clé magique pour ouvrir la porte de ton propre pouvoir. Cette porte s'ouvre de l'intérieur. Et si tu attends encore que quelqu'un d'autre le fasse, tu vas rester dehors longtemps. Tu as la clé. Tu l'as toujours eue. Mais peut-être qu'on t'a appris à ne pas l'utiliser, à penser que tu n'étais pas suffisant, à croire que tu devais être parfait avant d'agir, que tu devais être approuvé par tout le monde avant de parler, que tu avais besoin de garanties avant de choisir. Et ainsi, petit à petit, tu as cédé ta souveraineté. Tu as oublié que la liberté n'est pas quelque chose qui t'est donné, c'est quelque chose que tu prends. Que la valeur n'apparaît pas quand quelqu'un te la montre, mais quand tu décides de la soutenir, même si personne ne la comprend. Récupérer la clé est un acte de mémoire. C'est se rappeler qui tu étais avant que le monde te dise que tu ne pouvais pas. C'est revenir au centre. C'est assumer que la vie que tu veux ne se construit pas avec la permission des autres, mais avec ta propre responsabilité. Et oui, ça fait peur, parce que si tu as la clé, tu as aussi la faute si tu décides de ne pas l'utiliser. Mais c'est aussi la chose la plus libératrice que tu peux comprendre. Tu n'as pas besoin que tes parents approuvent ce que tu fais. Tu n'as pas besoin que tes amis comprennent tes décisions. Tu n'as pas besoin que ton partenaire confirme ta valeur. Tu n'as pas besoin que la société t'applaudisse pour sentir que tu es sur la bonne voie. Ce dont tu as besoin, c'est de faire confiance à ta capacité de choisir, de te tromper, d'apprendre, de te construire à partir de ce que tu crois, pas de ce que les autres attendent. Et chaque fois que tu sens que tu perds le cap, rappelle-toi, la porte est toujours là. Personne ne l'a vraiment fermée. Le seul qui décide s'il reste dehors ou s'il entre, c'est toi. Et oui, tu devras peut-être la forcer la première fois.
il y aura de la peur, tout tremblera à l'intérieur, mais à chaque pas, tu récupères du pouvoir. Tu te rappelles que tu n'as jamais été la victime de l'extérieur, tu as seulement été le prisonnier de ton oubli. Rappelle-toi que la clé a toujours été la tienne. Parce qu'au moment où tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur, tu vas ressentir quelque chose que personne ne peut te donner ni te prendre. Le poids réel de ta liberté. 8. Arrête de regarder par la fenêtre et cultive ton jardin. Il y a des gens qui passent leur vie collés à la fenêtre. Ils observent ce que font les autres, comparent, critiquent, idéalisent. Ils voient des jardins étrangers plus verts, des vies plus organisées, des chemins plus rapides. Et pendant ce temps, leur propre jardin, celui qui compte vraiment, se remplit de mauvaises herbes, se dessèche, est oublié. Regarder par la fenêtre est facile. Cela ne nécessite aucun engagement. Il suffit de s'asseoir, de croiser les bras et de se concentrer sur ce que les autres ont, sur ce que les autres font, sur ce que les autres accomplissent. Mais chaque minute que tu passes à regarder dehors est une minute que tu voles à ta croissance, parce que personne n'a jamais fleuri en observant les fleurs des autres. Ton esprit est un sol fertile, ta vie, un terrain qui attend d'être cultivé. Mais si tu ne plantes pas, si tu ne prends pas soin, si tu ne nettoies pas, si tu n'arroses pas, si tu ne récoltes pas, alors ne te plains pas si tout ce qui pousse en toi sont des doutes, des frustrations et des vides. L'abondance ne vient pas toute seule, elle se cultive. Et elle ne se cultive pas avec des plaintes ou des comparaisons, mais avec de l'action et de la responsabilité. L'une des erreurs les plus courantes est de penser que l'observation des autres te motive. Mais quand tu le fais à partir du manque, de l'envie silencieuse ou de l'insécurité, cela ne te motive pas, cela te paralyse. Tu commences à douter de toi, à dévaloriser ton processus, à sentir que tu es en retard, que tu n'es pas suffisant. Et c'est là que tu perds ton pouvoir. Ce que tu vois par la fenêtre est édité. Personne ne montre son jardin complet. Tu ne vois que ce que l'autre veut que tu vois. Et toi, de loin, tu crées une histoire dans ta tête. Ils peuvent, moi non. Ils sont déjà arrivés, moi je suis toujours au même endroit. Mais cette histoire est un mensonge. Parce que tu ne connais pas les racines de ce jardin. Tu ne connais pas l'effort, la douleur, les nuits sans sommeil. Tu ne vois que le résultat et tu te punis de ne pas y être encore. La comparaison est une forme lente de trahison envers soi-même. Parce que chaque fois que tu te concentres sur quelqu'un d'autre, tu cesses de regarder ce que tu peux construire. Tu abandonnes ton terrain. Tu négliges ta croissance. Et cet abandon devient une excuse pour ne pas avancer. La seule façon de fleurir est de revenir à toi, à tes graines, à tes outils, à ton moment. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui avec ce que j'ai? Quelle partie de mon jardin a besoin d'attention? Qu'est-ce que je néglige en regardant ailleurs? Cultiver ta vie implique de la présence. Cela implique du silence. Cela implique de la patience. Et surtout, cela implique de comprendre que chaque jardin a son rythme. Certains fleurissent rapidement, d'autres prennent du temps. Certains le font au printemps, d'autres doivent supporter des hivers entiers avant de donner une seule fleur. Mais cela ne les rend pas moins précieux. Ta tâche n'est pas de concourir. Ta tâche est de prendre soin de ce qui est à toi, de le travailler avec constance, de nettoyer les mauvaises herbes mentales, d'arroser tes habitudes, de tailler ce qui ne sert plus et de faire confiance à ce que, si tu fais ce qu'il faut, la vie va fleurir, à son rythme, pas à celui des autres. Alors éloigne-toi de la fenêtre, ne perds plus de temps à imaginer ce qui pourrait être si tu étais quelqu'un d'autre. Tu es toi, avec ton histoire, ta douleur, ta force. Et cela est plus que suffisant pour faire pousser quelque chose d'extraordinaire. Parce que les jardins les plus forts ne sont pas ceux qui fleurissent le plus rapidement. Ce sont ceux qui sont cultivés en silence, sans applaudissements, sans hâte, mais avec des racines si profondes que aucun vent ne peut les arracher. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Nous vivons dans un monde où l'on nous a fait croire que la clé pour être attirant est de s'adapter, de plaire et d'être toujours disponible. On nous a programmés pour penser que, si nous sommes assez gentils, si nous disons ce que les autres veulent entendre et si nous ne dérangeons jamais personne, nous serons valorisés. Mais c'est le mensonge qui maintient des millions de personnes dans la médiocrité. Voici la vérité que personne ne vous dit. L'attraction ne se mendie pas. On ne supplie pas pour l'attention, ni on ne l'achète avec la soumission. Elle s'impose, elle se ressent, et elle provient de quelque chose de bien plus puissant que la validation externe. La confiance absolue en qui vous êtes et en ce que vous représentez. Pensez-y de cette façon. Il y a deux types de personnes dans ce monde, le suricate et le lion. Le suricate est inquiet, craintif, toujours à la recherche de l'approbation de son groupe, attentif à tout regard de jugement, attendant que quelqu'un d'autre lui dise quoi faire. Son énergie est faible, sa présence est insignifiante. Il peut être sympathique, il peut être apprécié, mais il ne sera jamais le centre d'attention. Ensuite, il y a le lion. Il n'a pas besoin de chercher l'approbation parce qu'il est l'approbation. Il ne court après personne, il ne demande pas la permission d'exister, il ne change pas son essence pour être accepté. Sa seule présence impose le respect. Ce n'est pas que les autres le choisissent, c'est qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Et voici la question que vous devez vous poser. Qui voulez-vous être? Le suricate qui se soucie toujours de ce que les autres pensent, ou le lion qui marche avec une assurance inébranlable parce qu'il sait exactement qui il est et ce qu'il mérite. Aujourd'hui, nous allons briser le mythe selon lequel être complaisant vous rendra plus attirant. Nous allons détruire cette idée que vous devez demander la permission pour être valorisé. Et nous le ferons avec 8 principes basés sur le stoïcisme qui, si vous les appliquez, feront de vous une personne qui non seulement attire, mais devient un aimant naturel de respect, de désir et d'admiration. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent des raccourcis faciles ou des mots agréables pour se sentir mieux. C'est pour ceux qui sont prêts à changer leur mentalité, à endurer leur caractère et à se transformer en leur meilleure version. Si vous êtes prêts, nous avançons. 1. Détruis le mirage de l'approbation. Depuis que tu es un enfant, on t'a conditionné à chercher l'approbation. On t'a appris qu'un bon comportement mérite une récompense, qu'un sourire d'autrui valide ton existence, que, si tu es assez gentil, quelqu'un te choisira. Mais c'est un piège conçu pour te maintenir soumis et dépendant. La réalité est que tant que tu vis en fonction de la validation externe, tu ne seras jamais vraiment libre. Si ce que tu penses, dis ou fais est déterminé par la réaction des autres, alors tu n'es pas le maître de ta vie. Tu es un prisonnier de leurs opinions. Cela se reflète dans chaque aspect de la société. Les réseaux sociaux en sont le meilleur exemple. Des millions de personnes publient chaque jour en espérant une réaction, cherchant des likes, des commentaires, de la reconnaissance. Ils ne le font pas par plaisir, ils le font parce qu'ils ont été programmés pour dépendre du regard d'autrui. Sans validation externe, ils ont l'impression de ne pas exister. Mais voici la réalité que peu acceptent. Le besoin d'approbation te rend faible. Si ton estime de toi est entre les mains des autres, alors n'importe qui peut la détruire en t'ignorant simplement. Une personne qui a besoin d'être validée est en position d'infériorité parce que sa valeur ne dépend pas d'elle-même, mais de la perception d'autrui. Et tant que tu es dans cette position, tu ne pourras jamais imposer de respect ni d'attraction réelle. Les gens ne respectent pas ceux qui se plient et se tordent pour plaire. Ils respectent ceux qui restent fermes, peu importe la réaction externe. Pense à ceux qui ont vraiment une présence. Ce ne sont pas ceux qui essaient de plaire à tout le monde. Ce ne sont pas ceux qui cherchent désespérément de l'attention. Ce sont ceux qui dégagent une énergie imposante. Ceux qui ne cherchent pas à s'intégrer parce qu'ils ont déjà leur propre espace. L'attraction réelle ne naît pas du besoin d'être aimé, mais de l'absence totale de ce besoin. Quand une personne ne cherche pas l'approbation de personne,
elle devient impossible à ignorer. Non pas parce qu'elle le cherche, mais parce que la confiance qu'elle dégage est trop forte pour passer inaperçue. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou d'agir avec une indifférence forcée. Cela signifie que ta valeur ne peut pas dépendre de la façon dont les autres te voient. Si tu marches avec la certitude que tu n'as pas besoin de validation externe, alors tu te distingues automatiquement du reste. La validation est comme une ombre. Si tu la poursuis, elle s'éloigne. Si tu continues ton chemin sans t'en soucier, elle te suit sans effort. Tu arrêtes de courir après la validation et la validation commence à te suivre. Cela s'applique dans tous les aspects de la vie, relations, affaires, amitié. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont de la clarté, qui savent qui ils sont et qui ne ressentent pas le besoin de s'expliquer ou de se justifier. Parce que la confiance en soi n'a pas besoin de mots. Elle se ressent. Elle s'impose. Quand tu détruis l'illusion que tu as besoin de l'approbation des autres pour te sentir complet, quelque chose de curieux se produit. Les gens commencent à chercher ton attention. Ce qui n'est pas facilement donné, ce qui ne cherche pas l'acceptation, devient précieux. La véritable attraction ne naît pas du désir d'être accepté. Elle naît du pouvoir absolu de s'accepter soi-même. Ne laisse pas ta valeur dépendre d'un regard, d'une opinion ou de la réaction des autres. Fais que ta présence soit suffisante en elle-même. 2. Arrête de mendier des regards, sois le phare qui éclaire sans demander la permission. Dans un monde où la majorité se bat pour être vue, beaucoup tombent dans le piège de faire du bruit au lieu de briller. Ils essayent d'attirer l'attention avec de fausses apparences, ils agissent de manière qui ne les représente pas et sacrifient leur authenticité pour recevoir un peu de reconnaissance. Mais l'attention mendiant est la plus facile à ignorer. Le besoin d'être vu est une forme déguisée de faiblesse. Celui qui cherche désespérément à être remarqué crie en réalité qu'il ne se sent pas suffisant. Les personnes qui ont vraiment un impact ne sont pas celles qui mendient des regards, mais celles qui imposent leur présence sans effort. Ils n'ont pas besoin de parler plus fort, ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur simple existence est suffisante. Un phare n'a pas besoin de courir d'un côté à l'autre pour être vu. Il ne supplie pas qu'on le regarde, il est simplement là, solide, éclairant de sa propre lumière. C'est le type d'énergie qui impose, qui fait la différence. Si une personne entre dans une pièce et essaie d'attirer l'attention par des fanfaronnades, des exagérations ou de fausses démonstrations de valeur, elle peut réussir à être regardée pendant un moment. Mais ce regard se dissipe aussi vite qu'il est arrivé. En revanche, quand quelqu'un entre avec une présence solide, avec une confiance inébranlable, sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit, les regards le cherchent naturellement. La différence est simple. Le premier dépend de la validation des autres. Le second est la validation en lui-même. La clé est de se concentrer sur l'interne plutôt que sur l'externe. Arrête de penser à ce que les autres peuvent te donner et commence à te demander ce que tu peux générer. Lorsque ton but est plus grand que le besoin d'être vu, lorsque tu construis quelque chose de précieux au lieu de chercher la validation, le monde répond automatiquement. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'indifférence forcée. Il s'agit de conviction. De marcher avec la certitude que tu n'as pas besoin du regard de personne pour savoir qui tu es. Quelqu'un qui agit par désespoir d'être vu projette la pénurie. Et ce qui provient de la pénurie n'est jamais attrayant. La véritable attraction vient de l'abondance, de la confiance en soi, de la sécurité qui n'a pas besoin de demander la permission d'exister. Lorsque tu internalises ce principe, tout change. Au lieu de courir après l'attention commence à graviter vers toi. Au lieu de chercher la reconnaissance, ta simple existence génère un impact. Et au lieu d'attendre que les autres valident ta valeur, ton énergie le rend clair, sans avoir besoin d'un seul mot. Un phare ne rivalise pas pour des regards, il reste ferme et laisse le monde s'aligner avec sa lumière. 3. Trace ton propre chemin, deviens la boussole. L'erreur de la majorité est d'attendre que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire. Ils suivent les modes, se conforment aux attentes des autres et permettent que l'opinion d'autrui détermine le cours de leur vie.
Mais celui qui suit la carte d'un autre n'arrive jamais à sa propre destination. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à obéir, à chercher l'approbation avant d'agir, à attendre le moment juste selon les règles imposées par d'autres. Mais dans la vie réelle, personne ne viendra te donner la permission de faire ce que tu veux vraiment. Si tu passes ton temps à attendre un signe, tu finiras par voir comment les autres prennent des décisions pour toi et tu restes au même endroit. L'attraction réelle ne naît pas de l'obéissance aveugle, ni de l'adaptation sans questionnement. Elle naît de l'autonomie, de la capacité de penser, de décider et d'agir sans besoin d'approbation, d'être la personne qui ne suit pas les tendances, mais qui les crée. Celui qui ne cherche pas la direction chez les autres, mais qui devient sa propre boussole. Quand quelqu'un n'a pas une direction claire, cela se voit dans tout ce qu'il fait. Il se déplace avec insécurité, doute de ses propres décisions et se laisse facilement influencer. Et le manque de direction est la chose la moins attirante qui soit. Personne ne respecte celui qui ne sait pas ce qu'il veut, parce que l'indécision transmet la faiblesse. En revanche, quand quelqu'un a une clarté dans son chemin, son énergie change complètement. Il se déplace avec détermination, n'a pas besoin de s'expliquer ni de convaincre qui que ce soit, et sa conviction suffit pour que les autres le prennent au sérieux. Il est impossible d'ignorer quelqu'un qui sait exactement qui il est et où il va. Les personnes qui dépendent de la direction externe seront toujours un pas derrière, attendant des signes, demandant la permission de bouger. Et la dépendance n'est jamais attirante. Il est facile d'identifier quelqu'un sans boussole propre. Il change d'opinion constamment selon ce que les autres pensent, cherche la validation à chaque décision et craint de s'éloigner du chemin que les autres ont tracé. Mais la médiocrité se trouve dans les chemins prévisibles. La grandeur se trouve chez ceux qui osent avancer sans avoir besoin d'être guidés. Le monde respecte ceux qui ont leur propre chemin, non pas parce qu'ils l'imposent, mais parce qu'ils le vivent avec une telle conviction qu'il n'y a pas d'autre choix que de le reconnaître. Avoir son propre chemin ne signifie pas être inflexible ou fermé à de nouvelles idées. Cela signifie que, à la fin de la journée, les décisions que tu prends sont les tiennes, que tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre valide ton chemin pour continuer à avancer, que tu marches avec assurance parce que tu sais que chaque pas est le tien et de personne d'autre. La plupart sont emportés par le courant du commun, de l'attendu, de ce qui doit être fait. Peu osent défier ce flux, à marcher dans la direction opposée si nécessaire. Mais ce sont ces quelques-uns qui finissent par faire la différence. Quand tu deviens la boussole de ta propre vie, quelque chose change dans ton énergie. Tu cesses d'être une option et tu deviens une direction. Au lieu de chercher où te situer, le monde commence à s'ajuster à toi. Au lieu de suivre un chemin prédéfini, tu en ouvres un nouveau à chaque pas que tu fais. L'attraction la plus forte vient de ceux qui sont leaders d'eux-mêmes. Ils n'ont pas à forcer quoi que ce soit, ils n'ont pas besoin de se vanter, ni de prouver. Ils avancent simplement, et leur détermination les transforme en un point de référence. Si tu ne prends pas le contrôle de ta direction, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ne sois pas celui qui a besoin d'instructions, sois celui qui les donne, avec son exemple, avec sa présence, avec sa détermination inébranlable. 4. Ne laisse pas le moule te limiter, fais-le fondre avec ton feu. Dès le moment où tu nais, le monde essaie de te mettre dans un moule. Il te dit comment tu dois t'habiller, comment tu dois parler, ce que tu dois désirer et jusqu'où tu ne peux pas aller. Si tu suis ces règles sans les remettre en question, tu deviens un produit générique, une personne de plus dans la foule. Mais la véritable présence, la véritable attraction, ne vient pas de l'adaptation. Elle vient de la rupture avec ce qui est établi, d'être si authentique, si solide dans ton essence que le moule ne te définit pas, que, au lieu de t'adapter, c'est toi qui imposes le nouveau standard. Le problème est que la plupart ont peur de sortir du script. Ils préfèrent s'intégrer au groupe plutôt que de se démarquer par eux-mêmes. Ils ont peur d'être jugés, peur d'être pointés du doigt, peur d'être différents. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la différence est justement ce qui génère l'attraction. Ce qui est commun est invisible. Ce qui est exceptionnel est ce qui laisse une trace. Tout au long de la vie,
On nous a programmés pour suivre des modèles répétitifs. On nous dit quel chemin suivre, quelles opinions adopter, ce qui est socialement acceptable. Mais ceux qui imposent vraiment leur présence ne sont pas ceux qui suivent ces règles. Ce sont ceux qui les brûlent et forgent les leurs. Être authentique est un acte de courage. Cela demande du caractère, de la conviction, une résistance absolue au jugement d'autrui. La plupart s'adaptent au moule parce que c'est facile, parce que cela ne demande rien. Mais ceux qui laissent vraiment une marque sur les autres sont ceux qui rejettent l'idée de s'adapter à ce qui est prévisible. Ceux qui font fondre le moule avec leur feu. Il ne s'agit pas d'agir différemment juste pour le faire. Ce n'est pas de la rébellion vide, ni de l'attention sans but. C'est comprendre que la seule façon d'être vraiment magnétique est d'être quelqu'un avec sa propre identité, avec des idées fermes, avec une présence qui ne se dilue pas dans la foule. Quand tu vis sans peur d'être différent, de défier ce qui est établi, ton énergie change. Tu cesses d'être celui qui s'adapte et tu deviens celui qui donne le rythme. Les gens remarquent quand quelqu'un n'a pas peur d'être qui il est vraiment, quand il ne s'excuse pas pour son essence, quand il ne demande pas la permission d'exister à son plein potentiel. Il y a deux types de personnes, celles qui suivent des modèles et celles qui les détruisent. Les premières sont oubliables, les secondes sont impossibles à ignorer. Si tu vis avec la peur de briser le moule, tu resteras un de plus dans la foule. Si tu oses le défier, tu deviendras quelqu'un qui non seulement est vu, mais qui est aussi rappelé. Le feu de ceux qui n'ont pas peur d'être différents consume tout sur son passage. Ne sois pas la figure qui s'adapte au moule, sois l'étincelle qui le fait fondre. I5. Fais en sorte que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes à ta présence. Dans la vie, il y a ceux qui passent inaperçus et ceux qui, sans dire un seul mot, parviennent à changer l'ambiance lorsqu'ils entrent dans une pièce. Ce n'est pas une question de chance ou de génétique, c'est une question de présence. La plupart des gens cherchent désespérément à être acceptés. Ils veulent être appréciés, reconnus, choisis. Mais la véritable présence ne se mendie pas, elle s'impose. Il ne s'agit pas de demander des opportunités, mais de faire en sorte que les opportunités gravitent vers toi. La clé réside dans ce que tu transmets avant même d'ouvrir la bouche. Quand une personne entre avec confiance, assurance et une énergie inébranlable, elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour être prise en compte. C'est comme un champ magnétique qui oblige les autres à réagir. La présence ne s'achète pas, ne se feint pas, ne se construit pas avec des mots vides. Elle se ressent. Et elle naît de la certitude absolue que tu n'es pas là parce que quelqu'un t'a laissé entrer, mais parce que tu y appartiens de plein droit. Les portes ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes pour ceux qui demandent la permission. Elles s'ouvrent pour ceux qui marchent comme s'ils étaient déjà à l'intérieur. Les gens perçoivent l'énergie avec laquelle tu te déplaces. Si tu transmets le doute, si ton langage corporel est soumis, si tu sembles attendre la validation des autres, le monde te traitera comme quelqu'un de dispensable. Mais quand tu entres dans un espace avec la conviction que tu apportes de la valeur, que tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit parce que tu es déjà suffisant, l'effet est immédiat. Ce n'est pas la même chose d'entrer dans un lieu avec l'attitude de « j'espère qu'ils m'accepteront » que d'entrer avec l'énergie de « ils ne le savent pas encore, mais ils ont besoin de me connaître ». La différence est abyssale. Quand quelqu'un a de la présence, il n'a pas besoin de parler fort ni de se vanter. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit avec désespoir. Sa confiance en lui-même est ce qui génère de l'intérêt. C'est l'essence de l'attraction réelle, la sécurité absolue en soi-même qui ne demande pas la permission d'exister. Beaucoup pensent que la clé pour ouvrir des portes est de s'efforcer d'être apprécié, de s'adapter à ce que les autres attendent. Mais les personnes les plus magnétiques ne suivent pas cette logique. Elles ne se soucient pas de s'intégrer, car elles comprennent que leur valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. C'est le monde qui s'adapte à elles, pas l'inverse. Quand une personne agit par manque, en mendiant pour de l'attention et des opportunités, elle produit l'effet inverse.
Elle devient invisible. Personne ne respecte celui qui semble désespérément avoir besoin d'être accepté. En revanche, quand quelqu'un transmet l'autosuffisance et la conviction, il devient impossible à ignorer. Les opportunités, les relations et les connexions ne sont pas réservées à ceux qui les poursuivent avec désespoir. Elles sont réservées à ceux dont la présence seule est une raison suffisante pour être prise en compte. Cela ne signifie pas être arrogant ou regarder les autres de haut. Cela signifie se déplacer avec la certitude qu'il n'est pas nécessaire de mendier pour être reconnu. Que, si une porte ne s'ouvre pas, on peut la défoncer. Ou, mieux encore, en construire une soi-même. Ceux qui imposent vraiment ne sont pas ceux qui demandent la permission d'entrer. Ce sont ceux qui font que la porte s'ouvre sans avoir besoin de frapper. 6. Transforme ton essence en une destination inévitable, pas en un simple caprice. L'erreur de beaucoup est de penser que l'attraction dépend de la chance, du physique ou d'un truc superficiel. Mais la réalité est autre. La véritable attraction ne se construit pas avec des apparences, mais avec l'essence. Le problème est que la plupart cherchent à susciter de l'intérêt de manière immédiate, veulent être désirés instantanément, sans comprendre que ce qui fait vraiment la différence n'est pas l'impact momentané, mais la permanence dans l'esprit des autres. Un caprice est quelque chose d'éphémère, de passager, facilement remplaçable. Mais une destination inévitable est ce à quoi une personne revient encore et encore, parce que son énergie, sa présence et son caractère laissent une empreinte impossible à effacer. Si tu dépends de ce qui est superficiel pour attirer, tu resteras coincé dans une compétition constante avec d'autres qui offrent la même chose. Mais quand tu construis quelque chose de solide, quand ta présence n'est pas seulement un instant d'impact, mais une référence constante, alors il n'y a pas de comparaison possible. Les gens ne se souviennent pas de ce qui est facile à trouver partout. Ce qui laisse vraiment une marque est ce qui ne peut pas être répliqué. Pour y parvenir, la clé est de développer une valeur unique, quelque chose qui te rend mémorable, quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Cela ne se base pas sur le physique, sur les vêtements ou sur les mots justes. Cela se base sur la façon dont tu vis, sur la mentalité que tu projettes, sur la façon dont tu te déplaces dans le monde sans demander la permission. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui existe simplement et quelqu'un dont l'absence se fait immédiatement ressentir. Les gens ne manquent pas ce qui est commun. Ils manquent ce qui était impossible à ignorer. Devenir une destination inévitable signifie que, lorsque quelqu'un interagit avec toi, l'expérience n'est ni superficielle ni passagère. Tu n'es pas une option de plus. Tu es l'option qui reste dans l'esprit, même quand tu n'es plus présent. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer avec la perception des autres. Il s'agit d'être tellement authentique, tellement solide dans ton essence, que la connexion que tu crées devient incomparable. La différence entre un simple caprice et une destination inévitable réside dans la profondeur. Ce qui est superficiel est oublié. Ce qui est authentique et puissant reste. Quand tu te concentres sur la construction d'une mentalité forte, sur le développement d'un but clair, sur le mouvement avec la certitude que ta valeur est non négociable, les gens ne te remarquent pas seulement, mais ils ressentent ton absence quand tu n'es pas là. C'est ce qui rend quelqu'un irrésistible. Pas l'apparence, pas l'impression momentanée, mais l'empreinte qu'il laisse sur les autres. Un caprice est une étincelle qui s'éteint rapidement. Une destination inévitable est un feu qui continue de brûler, même quand il n'est pas présent. 7. L'attraction réelle ne se compare ni ne se mesure, elle s'impose simplement. La plupart commettent l'erreur de penser que l'attraction est un jeu de nombres. Ils croient qu'ils doivent être plus beaux, avoir plus d'argent, être plus populaires ou accumuler des réalisations pour gagner du terrain face aux autres. Mais l'attraction réelle ne repose pas sur des comparaisons ni sur des statistiques. Ce n'est pas une compétition. C'est une présence qui s'impose sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à mesurer notre valeur par rapport aux autres. Qui est le plus grand?
qui est le plus intelligent, qui est le plus fort, qui a le plus de succès. On nous a conditionnés à croire que nous devons nous démarquer sur une échelle, que nous ne serons désirés que si nous sommes au sommet d'une hiérarchie imposée. Mais cette mentalité est une erreur. La comparaison constante vous rend prisonnier d'un jeu où il y aura toujours quelqu'un avec plus d'avantages que vous. Si vous construisez votre estime de soi en étant meilleur que les autres, vous vivez dans une lutte sans fin, parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus de ressources, plus de compétences ou plus de reconnaissance. Et si votre attraction dépend de cela, vous serez toujours au bord de l'insécurité. Mais il y a un niveau supérieur. La présence qui n'a pas besoin de comparaison parce qu'elle est tout simplement. Celui qui se mesure aux autres montre sa faiblesse. Parce que la comparaison naît de l'insécurité. Et l'insécurité est l'opposé de ce qui génère réellement du magnétisme. Ce n'est pas la personne qui essaie de surpasser les autres qui se démarque, mais celle qui se déplace avec une indifférence totale face à la compétition. Quelqu'un qui sait que sa valeur est absolue, pas relative. Regardez n'importe quelle personne avec une présence forte, avec un magnétisme indéniable. Elle ne regarde pas sur les côtés pour voir si quelqu'un d'autre la dépasse. Elle n'agit pas par l'anxiété d'être le meilleur. Elle ne ressent pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Elle existe simplement avec une telle confiance en elle-même que la comparaison devient sans objet. C'est là la clé de la différenciation. L'attraction réelle ne naît pas de la supériorité, mais de l'autosuffisance. Quand quelqu'un entre dans un lieu avec la mentalité de « je dois être meilleur que les autres », il projette automatiquement une énergie de rareté. Son langage corporel le trahit. Son ton de voix le reflète, son anxiété se ressent. En revanche, quelqu'un qui entre avec la certitude qu'il n'y a pas de comparaison possible parce que son essence est unique et irremplaçable, génère une attraction immédiate. Celui qui se compare est esclave de la validation externe, mais celui qui n'a pas besoin de se mesurer impose simplement sa présence naturellement. Et la confiance naturelle est la chose la plus attirante qui soit. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous améliorer. Cela signifie que l'amélioration ne doit pas naître de la peur d'être moins, mais du désir d'évoluer sans se soucier de la compétition. Les personnes les plus attirantes ne sont pas celles qui essaient de prouver qu'elles sont au sommet, mais celles qui ne jouent pas le même jeu que les autres. Ce sont celles qui ont leurs propres standards, celles qui marchent avec confiance, celles qui n'entrent pas dans les comparaisons parce qu'elles savent que leur présence n'est pas négociable. Quand vous n'avez pas besoin de validation, quand vous ne cherchez pas de reconnaissance à travers la compétition, cela vous élève automatiquement au-dessus de ceux qui le font, sans effort, sans désespoir, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Le magnétisme surgit lorsque vous arrêtez de mesurer votre valeur par rapport aux autres et commencez à projeter une certitude absolue sur qui vous êtes. Quand vous atteignez ce point, l'attraction cesse d'être un objectif et devient un effet secondaire inévitable. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur en tout. Vous avez juste besoin d'être quelqu'un dont la présence ne peut être ignorée. 8. Laisse une empreinte qui suscite des questions en ta présence et des réponses en ton absence. La plupart des gens vivent obsédés par l'idée de capter l'attention sur le moment, d'être le centre de tout, de briller immédiatement. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas ce qui est visible sur l'instant, mais ce qui reste dans l'esprit des autres, même lorsque tu n'es plus là. L'attraction n'est pas seulement une question d'impact momentané, mais de persistance. Ce n'est pas seulement ce que tu transmets lorsque tu parles, mais ce que les autres continuent à penser de toi lorsque tu n'es plus là. La différence entre une personne ordinaire qui attire l'attention et une personne véritablement magnétique ne réside pas dans le nombre de personnes qu'elle peut captiver sur l'instant, mais dans le nombre de questions qu'elle laisse flotter dans l'esprit des autres lorsqu'elle part. L'ordinaire est prévisible, l'extraordinaire est énigmatique. Il y a des personnes qui entrent dans une pièce et sont remarquées, mais dès qu'elles sortent, elles sont oubliées. Et puis, il y a celles dont l'absence se fait plus sentir que la présence de quiconque.
Ce n'est pas parce qu'elles crieront plus fort, ce n'est pas parce qu'elles ont fait un spectacle, mais parce qu'elles ont laissé quelque chose qui ne peut être ignoré. Un vide qui oblige les autres à continuer à se poser des questions sur elles. Le mystère est une force puissante. Ce qui est exposé trop rapidement, ce qui est donné sans effort, ce qui n'a pas de couche ni de profondeur, perd de sa valeur. En revanche, ce qui est perçu comme plus grand que ce qui est montré sur le moment, ce qui est suggéré sans être entièrement révélé, ce qui génère plus de questions que de réponses, et ce qui devient vraiment inoubliable. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas facilement déchiffrer. C'est pourquoi les individus les plus magnétiques ne sont pas ceux qui donnent tout immédiatement, mais ceux dont l'énergie suggère qu'il y a beaucoup plus derrière ce qui est évident. Un livre avec une histoire prévisible, avec une fin évidente, est vite oublié. Mais un livre qui laisse des questions ouvertes, qui fait que le lecteur continue à y penser longtemps après l'avoir terminé, devient une référence impossible à effacer. Si tu te donnes entièrement dès le premier moment, tu deviens remplaçable. Si tout en toi est évident, si tu ne laisses rien à l'interprétation, si tu t'exposes sans mesure, les gens sentiront qu'il n'y a plus rien à découvrir, et ce qui n'a plus de mystère, ce qui ne défie plus la curiosité, cesse d'être intéressant. Cela ne signifie pas jouer à être inaccessible ou froid. Cela signifie que ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu donnes ouvertement, mais dans ce que tu inspires à découvrir. Les personnes les plus inoubliables ne sont pas celles qui s'efforcent d'impressionner tout le monde. Ce sont celles qui suscitent des questions chez les autres, celles dont l'absence a plus d'impact que la présence de n'importe qui d'autre. Et voici le point clé. L'absence est un outil aussi puissant que la présence. Quelqu'un qui est toujours disponible, qui dit toujours tout, qui ne laisse jamais rien à l'imagination, perd de son impact. Ce qui est facile à obtenir perd de sa valeur. Ce qui a des couches, ce qui ne peut pas être entièrement déchiffré, ce qui suggère plus qu'il ne montre, devient inébranlable. Quand tu parles, quand tu agis, quand tu interagis avec le monde, fais-le d'une manière qui laisse une empreinte, qui ne génère pas seulement une réaction immédiate, mais qui laisse des pensées dans l'esprit des autres même lorsque tu n'es plus là. Ne deviens pas quelqu'un qui n'est vu que sur le moment. Sois quelqu'un dont l'énergie reste présente même en son absence. Les gens oublient ce qui est donné sans effort. Mais ce qui laisse des questions, ce qui défie, ce qui suggère qu'il y a plus à découvrir, reste dans l'esprit des autres, quel que soit le temps qui passe. Ne sois pas une histoire qui se comprend au premier chapitre. Sois un énigme qui continue à résonner même lorsque tu n'es plus là. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ».